Alors, on commence par une question un peu hors sujet, mais ça sera la seule. Pourquoi tu regardes que des séries pour filles, nous demande Christiane. Christiane, nous approchons de 2022 et j'aimerais te dire une petite chose. Quand j'étais petit, j'avais un tracteur électrique, j'avais des Power Rangers. Je m'habillais en bleu, parce que apparemment ça doit être cliché aussi. Et pourtant, 20 ans plus tard, ça ne m'a pas empêché de casser des... Vous l'aurez compris, on part sur une petite FAQ pour la fin d'année. Première question, est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir? Le jeûne intermittent, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas une solution pour maigrir, ça n'a pas été inventé pour ça, c'est un mode de vie, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on fait pendant un moment et qu'on arrête plus tard, sinon forcément il y a une reprise de poids, surtout si vous avez été en dessous de votre poids d'équilibre. Mais le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose qui va aider à avoir plus d'énergie, plus de vitalité, avoir une meilleure concentration pour certaines personnes. Ça ne marche pas chez tout le monde. Ça part du principe qu'on met l'intestin, les organes digestifs en général au repos en mangeant que pendant 8 heures et en jeûnant pendant 16 heures. Après, on peut étaler, raccourcir, etc. Il y a plein de variantes. Mais encore une fois, voilà, le but n'est pas de perdre du poids. Les gens perdent du poids parce que la fenêtre où on mange se réduit. Du coup, on a le temps de manger moins de calories. Sauf si on mange beaucoup pendant la petite période. Et surtout, les gens perdent du poids parce qu'ils associent ça à un régime à côté. C'est-à-dire qu'en plus de manger que pendant 8 heures, ils vont se faire un truc hyper restrictif. Et là, oui, ils vont perdre des tonnes de kilos, sauf si blocage émotionnel, hormonal, etc. Mais une fois qu'ils auront arrêté, ils vont reprendre. C'est pour ça que le jeûne intermittent n'est pas une solution en soi. Il y a des contre-indications aussi avec les troubles du comportement alimentaire parce que le jeûne, sauter un petit-déj ou sauter un dîner, c'est encore une forme de contrôle supplémentaire et c'est néfaste pour le coup. Ça peut être néfaste au niveau hormonal aussi, surtout chez les femmes. Donc voilà, le jeûne intermittent n'est pas un miracle pour perdre du poids, comme le cétogène n'est pas un miracle non plus. Vraiment, le point commun entre tous ces régimes, parce que maintenant ce sont des régimes, le régime cétogène, ce n'était pas un régime pour perdre du poids avant, c'était le plus vieux traitement thérapeutique de l'épilepsie chez les enfants et chez les adultes aussi, il me semble. Et on l'a volé pour en faire quelque chose de business, pour le coup, tout simplement, parce que plus on sort des régimes, plus on sort des livres, plus on sort des programmes qui coûtent la peau du 1. Et voilà, mais le point commun à tout ça, c'est le déficit calorique. C'est que vous pourriez enlever, pour le régime cétogène, on enlève la majorité des glucides, il reste 5%, donc c'est vraiment rien. Dans le jeûne intermittent, on réduit les calories. On pourrait vous enlever les protéines ou les lipides ou les glucides ou les protéines et les lipides et garder les glucides. Tant qu'il y a un déficit calorique, vous allez perdre. Par contre, les conséquences seront différentes si vous enlevez toutes les protéines, fonte musculaire. Si vous enlevez tous les glucides, on est sur le cétogène, c'est ok, on perd du poids au début, mais ça épuise le corps parce que le corps, on pousse à toujours fabriquer du glucose alors qu'on pourrait lui en apporter directement. Donc voilà, le point commun, c'est déficit calorique. Il n'y a rien de miraculeux. Et voilà. Deuxième question, comment arrêter de manger ses émotions? Eh bien, j'ai une petite info, vous n'arrêterez jamais parce que c'est normal. Il y a vraiment une différence entre manger ses émotions, donc on va parler d'envie de manger émotionnelle, et de crise d'hyperphagie, de boulimie, etc. L'envie de manger émotionnelle, c'est vraiment la première étape. Avant que ça se transforme en crise, qu'on ne peut pas arrêter, etc. Et après, on culpabilise, tout ça. La première étape, c'est l'envie de manger émotionnelle et c'est quelque chose de tout à fait normal qui touche absolument tout le monde, tous les humains. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une des faims et on en a besoin. La nourriture sert aussi à réguler les émotions. C'est comme ça. Le plus dur, c'est qu'il faut l'accepter en général. Mais le problème, c'est que quand on ne l'accepte pas, il y a cette culpabilité qui va entraver le processus. C'est-à-dire que quand on a une émotion qui est désagréable, je ne veux pas parler d'émotions positives ou négatives, toutes les émotions sont utiles. Donc les positives, on ne va pas en parler parce que en général, ça fait plaisir d'en avoir et on n'a rien à leur reprocher. Et il y a les émotions négatives, tristesse, colère, etc. Et celles-ci, on cherche à les dissimuler. Mais ces émotions, tout comme le stress d'ailleurs, sont des indicateurs de ce qui ne fonctionne pas forcément dans votre vie. Donc, ce n'est pas néfaste.
tout comme le stress va vous permettre de faire attention quand vous traversez la route. Ce n'est pas néfaste. Ce qui est néfaste, c'est vraiment le stress chronique et le fait de manger ses émotions, quoi qu'il arrive. C'est d'en faire une habitude. Donc là, ça dérègle un petit peu tout. Mais ces émotions, elles sont tout à fait normales. La première étape, c'est de les accepter. Pour les accepter, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous poser, de vous demander, voilà, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? De l'écrire, souvent de coucher sur le papier, ça aide aussi à la faire diminuer et ça peut réduire ces envies de manger émotionnelles derrière. Après, comme tout, il n'y a pas de miracle. Si vraiment ça fait des mois ou des années que vous mangez dès que vous avez une émotion qui vous est désagréable, il se peut que les écrire sur un papier ne fonctionnent pas et là, il faudra essayer de travailler avec un psychologue, un sophrologue ou un diététicien, un comportementaliste pour apprendre à gérer ces émotions et à les vivre vraiment, pas que par l'alimentation. Mais aussi accepter que des fois, on a besoin de manger et c'est OK. C'est-à-dire que quand vous allez manger, quand on mange et quand on mange quelque chose qui nous fait plaisir, j'insiste bien sur le fait que quand vous avez une émotion désagréable et que vous devez manger, c'est un besoin, il faut aller vers un aliment que vous aimez et dont vous avez envie. Si vous mangez une pomme alors que vous avez envie de, je sais pas, chocolat, triple caramel, pépite de je ne sais quoi, etc., vous allez manger votre pomme et vous n'aurez pas le plaisir qui va réguler cet état émotionnel un peu désagréable. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va aller vers le chocolat parce que la pomme n'a pas fonctionné. Et là, on va culpabiliser d'avoir mangé la pomme et le chocolat. Une fois que vous mangez vraiment l'aliment dont vous avez envie, il y a cette régulation qui se fait. Encore faut-il être en paix avec les aliments. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est quand même beaucoup plus long. Mais il faut vraiment accepter que manger ses émotions, manger quand on a besoin, quand on n'est pas bien, ça peut être une solution. Des fois, elle ne va pas fonctionner. Vous aurez beau manger, ça ne passera pas parce que l'alimentation, la nourriture n'est pas toujours la solution. Alors là, il faut essayer de trouver d'autres alternatives. C'est-à-dire que voilà, si je suis en colère, je peux faire une petite liste de ce qui marcherait pour moi. C'est-à-dire aller, je sais pas, aller courir, me vider la tête, discuter avec la personne qui me gonfle, faire un cours de boxe, etc. C'est à vous de trouver ce qui marcherait pour telle émotion, sachant que ça ne fonctionnera peut-être pas, c'est à tester encore une fois, mais moi je ne peux pas vous donner une liste, voilà, quand tu es triste tu fais ça, ou quand tu es en colère tu fais ça, etc. Parce que si vous êtes ultra pacifiste et que vous n'aimez pas la violence, si je vous dis d'aller faire un cours de boxe, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est vraiment à vous de trouver des alternatives à l'alimentation. Et si vous avez vraiment du mal, c'est vraiment de vous faire accompagner pour travailler là-dessus. En tous les cas, arrêter de manger ses émotions, c'est pas possible. Ça fait partie des 4 types de faim. Faim physique, gargouillis, creux parce qu'il y a besoin d'énergie. Faim hédonique, il y a les fers au rocher sur la table, c'est de contexte, c'est de saison, d'habitude il n'y en a pas, je mange. Envie de manger émotionnel, trop cool, je vais faire une orgie alimentaire pendant le repas de Noël parce que je valide le plaisir d'être avec ma famille. Ou alors, je rentre du travail, je suis extrêmement en colère, donc je m'achète 4 éclairs au chocolat. Je mange mon émotion. Et il y a la faim cellulaire, c'est-à-dire, je ne sais pas, les femmes enceintes, très bon exemple, au 2e trimestre, elles ont souvent des lubies, comme elles disent, de fromage, même si ce n'est pas possible, ou de yaourt. Ce n'est pas une lubie, c'est le corps qui a inscrit depuis qu'elle est toute petite que quand on mange des yaourts, ça apporte du calcium. Au 2e trimestre, la maman a besoin de beaucoup plus de calcium parce qu'elle refile tout au bébé. Et du coup, elle est carencée, donc le corps lui dit « Ah, besoin de calcium, je vais t'envoyer vers tel aliment », comme quand on est stressé, on a envie de chocolat, comme un coureur de marathon aurait envie de manger, je sais pas, une soupe de vermicelle ou des chips après avoir vidé tout son sodium en transpirant. Voilà, c'est vraiment des faims qu'il faut écouter, toutes, vraiment toutes. Ça, on pourra en reparler si vous voulez. Mais voilà, on ne peut pas arrêter de manger ses émotions. Par contre, on peut accepter de le faire quand il y en a besoin et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Vous avez cet article-là sur mon compte Instagram si vous voulez plus de précision. Est-ce qu'on est d'accord qu'aucun aliment ne fait grossir? Alors, ça va rejoindre un peu la question précédente parce que si vous allez vers vos envies de manger émotionnelles mais que vous avez peur de grossir, ça va forcément vriller parce que vous allez culpabiliser, vous allez avoir peur, vous n'allez pas vous écouter. Ce qu'il faut apprendre à faire dans un premier temps, c'est de vraiment comprendre qu'aucun aliment ne fait grossir, que ce soit du gras, du sucre, des burgers, des pizzas, etc., etc. Vous pourriez prendre du poids en mangeant, si vous avez besoin de 2000 calories et que vous mangez 3000 calories de salade, ce qui n'est pas possible parce que ça ferait des tonnes de salade, vous prendrez du poids parce que c'est les calories qui comptent.
entre guillemets, parce que sur de long terme, non, il n'y a pas que les calories qui comptent. Si vous mangez que du sucre, on peut avoir une inflammation du foie, des problèmes sur la glycémie, des problèmes d'inflammation générale qui vont faire augmenter le poids. Donc, par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ponctuellement, rien ne fait grossir. Vous pouvez faire l'exercice pendant 4 jours. Alors, vous pesez le jour 1 et vous pesez le jour 4. Et si vous avez peur d'un aliment en particulier, calculez les calories dont vous avez besoin. Si ça vous fait peur, vous prenez juste le métabolisme de base, vous ne calculez pas avec le coefficient d'activité. Et vous allez manger, si vous avez besoin de, je sais pas, 2000 calories, vous allez manger 2000 calories de chocolat. Peut-être que vous n'y arriverez pas parce qu'il y a une notion de rassasiement sensoriel spécifique. Peut-être que vous allez dégoûter au bout d'une journée. Et vous verrez que vous pouvez être dégoûté d'un aliment. Donc ça peut être un bon exercice. Mais si vous mangez 2000 calories de chocolat tous les jours pendant 4 jours, ponctuellement, au jour 4, vous n'aurez pas pris de poids. Sauf gros problème de résistance à l'insuline, de glycémie, etc. S'il y a une physiologie qui est classique, où il n'y a pas de pathologie particulière, vous ne prendrez pas de poids. Ce sont des exercices qu'on peut faire. Il y a un exercice qui est quand même plus simple. Si d'habitude vous mangez un yaourt et une pomme en fin de repas, ça fait 150 calories. Pendant 4 jours, vous remplacez ces 150 calories par 150 calories du produit qui vous fait peur. Pesez jour 1, pesez jour 4, vous verrez qu'il n'y a pas de changement. Faut-il compenser ces repas festifs? J'ai peur de prendre du poids avec les chocolats et le foie gras. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Le chocolat et le foie gras ne fait pas grossir. Ce qui va faire prendre du poids, c'est l'excès de tout ça. Donc, effectivement, il y a souvent des excès à Noël. Encore une fois, pas de panique, c'est normal. C'est contextuel à Noël. Vous ne mangez pas comme ça le reste de l'année. Et c'est pas parce qu'on mange plus de foie gras que d'habitude qu'on va prendre de poids. Pareil, manger 2000 calories de foie gras, si vous avez besoin de 2000 calories tous les jours, il n'y aura pas de problème. Juste des problèmes pour les os. J'insiste, il n'y a pas de prise de poids forcément au fait. Certes, on voit des pubs qui nous disent oui, on va manger 10 000 calories en 3 repas, poubelle. Oui, on va prendre du poids sur la balance si on se pèse le lendemain. C'est normal, quand on mange 1 kg de nourriture, ça reste, c'est pas éliminé tout de suite. Donc, ça ira mieux quand vous irez faire caca, pour le coup. Mais il faut vraiment aussi comprendre que c'est pas que du gras. On ne peut pas construire 1 ou 2 kg de gras en 3 repas. C'est impossible. Donc, ça sera forcément beaucoup d'eau parce que plus salé, plus d'alcool, plus de sucreries, etc. Et ça va se réguler. Ce qui va vraiment vous faire grossir, c'est cette pensée de c'est foutu pour foutu. J'ai encore pris 500 grammes ou 1 kg, donc je vais encore grossir. Et là, vous continuez à manger parce que c'est foutu. Et là, l'excédent se poursuit et là, le poids s'inscrit dans le temps. Alors que si vous n'écoutez pas ces pensées parasites, faites votre vie comme d'habitude et vous verrez que le poids de Noël, il aura disparu. Comment allier alimentation intuitive, on change un petit peu de sujet, et comptage de calories? Alors, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme si tu posais la question comment allier Éric Zemmour et les musulmans, ou comment allier Éric Zemmour et les LGBTQIA+. Impossible. Chouette cette question parce qu'on voit comme l'alimentation intuitive a gagné en place par rapport au régime. Alors, c'est pas qu'ils ont gagné en place, c'est qu'en fait, on est à un extrême et à un autre extrême. Et ça, c'est pas bon parce que l'alimentation intuitive devient un nouveau truc à la mode, alors que ça serait censé être ce qu'on devrait faire tous les jours, un mode de vie. L'alimentation intuitive, moi, j'aime pas forcément le titre parce qu'il n'y a rien d'intuitif à se poser des questions toute la journée de est-ce que j'ai faim? C'est pas intuitif. Vous posez des questions. Intuitif, ça serait je fais ma vie dans ma journée et puis j'y pense pas. C'est un très long travail qui nécessite au départ de se poser des questions et le but, c'est de voir que ça fonctionne très bien tout seul et de laisser de se foutre la paix en fait. Et là, on est dans deux extrêmes. L'alimentation intuitive, c'est censé être intuitif, donc compter tes calories en même temps, c'est pas possible, sauf si tu manges intuitivement toute la journée et que tu fais le total calorique le soir. Ce qui se passe, c'est que si tu te rends compte que tu as été au-dessus, le lendemain, ce sera pas intuitif parce que tu vas essayer de rattraper. Donc les deux, c'est compliqué. Après, le comptage de calories, c'est pas un problème non plus, comme l'alimentation intuitive n'est pas un problème. Ce qui est compliqué, c'est quand ça devient vraiment, même pas du contrôle, mais de l'obstination. C'est-à-dire que tu vas être obsédé par ça, tu vas faire ta vie en fonction de tes calories, etc.
Et ça, c'est néfaste. Moi, dans mes consultations, il m'arrive d'utiliser des principes d'alimentation intuitive, pas tous parce que la santé arrive en dernier et pour moi, c'est no way. On ne dit pas à une personne qui est diabétique ou qui a un SEPK, mange du sucre, ça finira par passer. Ça n'existe pas. C'est le monde des bisounours, c'est le déni total de la santé des gens. Et là, on va me dire, oui, il fait du santéisme, etc. Oui, parce que c'est des faits. Et nier les faits parce que ça nous fait du mal, parce que souvent les personnes qui prônent ouais, il fait du santéisme, ouais, encore la diète culture, etc. Ces personnes sont des personnes en souffrance qui sont en colère contre le système, contre la diète culture, contre leurs médecins, contre la grossophobie qu'elles ont subie. Et en fait, elles n'ont plus de discernement. Pourtant, la santé, elle est là. On sait aujourd'hui que manger trop de sucre, eh ben, ça fait du mal au foie, ça augmente la résistance à l'insuline, etc., etc. Et il y a un déni de ces personnes-là. Et ça, c'est mauvais. C'est en fait de mauvais professionnels de santé, j'ose le dire. Je n'ai aucun problème avec ça. Il y a la santé qui compte. Et parfois, on a besoin de perdre du poids. On a besoin pour la santé. Alors, encore faut-il le faire dans la santé mentale aussi. Donc là est tout l'enjeu de consulter quelqu'un qui vous accompagnera pour juste trouver ce qu'il vous faut à vous et pas vous forcer à compter vos calories, pas vous forcer à enlever tel aliment. Donc le but n'est pas d'enlever tel ou tel aliment, on ne supprime rien. Il se peut aussi parfois que un plan alimentaire, ça aide les personnes, ça leur met du cadre, ça peut aussi leur permettre de voir qu'elles manquent, je sais pas, de protéines ou de légumes ou de matières grasses. Il n'y a pas que du négatif ou du positif, aussi bien dans l'alimentation intuitive que dans le comptage des calories. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver ce qu'il vous faut à vous. Et si c'est ne pas compter et y aller intuitivement, etc., tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et si c'est le comptage de calories qu'il vous faut au début pour s'en défaire ensuite, parce que compter ses calories toute sa vie, ce n'est pas une vie. Et je peux vous assurer que les gens à l'extérieur, quand vous croisez des gens minces, ces personnes n'ont pas une calculatrice dans la tête, elles ne comptent pas ce qu'elles mangent, en fait, elles vivent. Elles mangent quand elles ont faim, elles arrêtent quand elles ont plus faim, elles mangent aussi quand elles ont envie, même si elles n'ont pas faim. Et puis après, elles s'écoutent, elles régulent comme vous allez pouvoir le faire peut-être à Noël. C'est ok, j'ai mangé beaucoup de foie gras, là je suis un peu écœuré. Là, mon corps me dit que j'ai envie de légumes. Et peut-être que vous allez manger que des légumes pendant 2 jours. C'est ok parce que vous aurez mangé plein de dindes, plein de foie gras, plein de boudins, etc. Plein de protéines, plein de gras. Vous aurez eu votre quota sur 2 jours et le reste de la semaine, vous pouvez compléter avec ce que vous n'avez pas eu et votre corps va vous le réclamer. Voilà, il n'y a vraiment pas de truc ultra négatif ou ultra positif dans l'alimentation intuitive comme dans le comptage des calories. L'essentiel, vraiment, c'est de trouver ce qu'il vous faut à vous. Et ça, c'est le plus important. Comment aimer son corps, écouter son corps Eh bien, tu vas aller voir mes anciennes vidéos et les prochaines, parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire sur ma chaîne YouTube. Je vous raconte un petit peu mon expérience avec de la théorie, de la pratique, avec des exercices. Et comment aimer son corps, écouter son corps, j'ai déjà commencé à l'aborder dans mes 3 premières vidéos. Et là, on va poursuivre début 2022. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à poser aussi vos questions sous cette vidéo parce que ça me permettra de faire les prochaines FAQ. Donc voilà, je reprendrai les questions qui reviennent le plus souvent, ou les questions très pertinentes ou super intéressantes, et je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure sur des petits temps parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de passer sa vie sur YouTube. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et à bientôt.